Bonjour à tous, je m'appelle Julien Iskovitch, je suis interne en psychiatrie en sixième semestre. Aujourd'hui, je vais vous faire un topo sur les antidépresseurs. Les antidépresseurs, c'est un topo qui est très important. Pourquoi? Par argument de fréquence, tout d'abord, parce que l'épisode dépressif caractérisé, c'est environ 20% de prévalence vie entière. Et les antidépresseurs, eh ben, c'est le traitement qui permet de traiter les épisodes dépressifs caractérisés. Donc il faut savoir parfaitement les différentes classes thérapeutiques des antidépresseurs, ainsi que leur mode d'action, savoir aussi les indications, donc à la fois pour l'épisode dépressif caractérisé, mais aussi pour les troubles anxieux et pour d'autres indications qu'on va voir dans ce topo, les contre-indications, qu'elles soient absolues, relatives. Je vais faire aussi un petit détail au niveau des différentes molécules en fonction des différentes classes thérapeutiques. Et enfin, le bilan pré-thérapeutique, les règles de prescription et la tolérance. Concernant la classification des antidépresseurs, est répartie en quatre classes. Il y a les ISRS, donc les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, les ISRNA, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, les imipraminiques, qui sont des traitements qui étaient utilisés il y a 30-40 ans en première intention du fait d'une efficacité supérieure aux ISRS et ISRNA. Le point, c'est qu'en termes de tolérance, ils sont bien moins tolérés, ce qui justifie et explique leur indication en troisième ou quatrième intention. Pareil que les IMAO, aussi efficaces que les imipraminiques, mais avec des problématiques de tolérance qu'on va revoir après. J'ai mis aussi les autres antidépresseurs parce que ils n'ont pas un mécanisme moléculaire bien déterminé. Je pense notamment à la myrtazapine et à la myonsérine, qui ont des effets à la fois sérotoninergiques, mais aussi histaminergiques et noradrénergiques. Concernant le mode d'action, les ISRS, donc c'est les inhibiteurs de la recapture et de la sérotonine. Les ISRNA, c'est sérotonine et noradrénaline en plus, donc avec un effet plus stimulant, avec l'idée que le patient qui a un syndrome plus amotivationnel, avec une perte d'envie, une perte de plaisir, une incapacité à planifier ses actions, les ISRNA vont avoir cette capacité à cibler ces différents symptômes que je viens de citer. Les imipraminiques, c'est comme les ISRNA, il y a la dopamine en plus avec une recapture présynaptique. Comme je disais dans la diapo précédente, il y a d'autres effets des antidépresseurs qui peuvent être anti-histaminergiques, alpha-adrénolytiques et anticholinergiques. Concernant les indications des antidépresseurs, donc il y a bien évidemment l'épisode dépressif caractérisé, le trouble dépressif récurrent, le trouble dépressif persistant aussi. Donc je rappelle, trouble dépressif récurrent, pas d'épisode dépressif caractérisé pendant une période d'au moins 2 mois avec une récidive juste après. Épisode dépressif caractérisé persistant, c'est un épisode dépressif caractérisé avec une durée de plus de 2 ans. Un trouble anxieux, donc que ce soit un trouble panique, un trouble phobique, un trouble obsessionnel compulsif, des douleurs neuropathiques, les ISRNA et les imipraminiques sont indiqués dans cette indication, avec notamment l'indication de la duloxétine ou de la venlafaxine pour les ISRNA et de la clomipramide ou de la mitriptyline pour les imipraminiques. Les migraines, les céphalées rebelles, notamment les céphalées de tension, on donne très facilement des gouttes d'amitriptyline qui sont très efficaces, donc ça permet d'avoir un traitement conjoint, par exemple quelqu'un qui a de la céphalée de tension avec un épisode dépressif caractérisé, on donne un petit peu d'amitriptyline et ça permet de traiter les deux pathologies. Et une indication un petit peu plus compliquée et beaucoup plus rare, c'est la cataplexie dans la narcolepsie, où on donne de la venlafaxine, donc de l'Effexor, un ISRNA qui permet de soulager ces cataplexies. Concernant les contre-indications absolues et relatives, absolue des ISRS, c'est l'association des IMAO. Pourquoi? Parce que les IMAO ont un mécanisme de diminution de l'élimination de la sérotonine qui est très fort. Donc du coup, une augmentation du taux de sérotonine dans la fente synaptique. Et donc du coup, l'association ISRS-IMAO entraîne un surrisque de syndrome sérotoninergique. Les imipraminiques, il faut éliminer les contre-indications type glaucome à enfermer l'adénome de prostate, le trouble cardiaque non compensé, donc quelqu'un qui a un trouble du rythme compensé avec pacemaker ou DAI, une HTA compensée, un IDEM qui est bien traité avec un stent. Tout ça, c'est des contre-indications qui ne sont plus absolues. Concernant les IMAO, en fait, les IMAO ont un risque ou un surrisque de crise aiguë hypertensive, crise hypertensive maligne. Donc, tout ce qui est antécédent d'AVC, d'hypertension artérielle, de phéochromocytome, mais aussi de polynévrite, sont des contre-indications aux IMAO. Bien évidemment, on n'associe pas les IMAO avec les ISRS liés au fait du syndrome sérotoninergique. Concernant les contre-indications relatives, pour les ISRS, il y a la grossesse et l'allaitement, l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique.
Concernant les imipraminiques, la grossesse, l'allaitement, l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique, mais avec en plus de ça les crises d'épilepsie, parce que les imipraminiques abaissent le seuil épileptogène. Concernant les IMAO, il y a la grossesse, l'allaitement, l'alimentation riche en tryptophane et en tyramine. Pourquoi? Parce que l'alimentation riche en tryptophane et en tyramine qu'on peut retrouver dans le fromage, dans le chocolat, dans certains fruits frais comme la myrtille, les fruits rouges, les fraises, entraîne un surrisque d'HTA maligne. Concernant une cartographie des différentes classes et donc des différentes molécules représentant ces classes, les ISRS sont représentés majoritairement par la paroxétine, la fluoxétine et la sertraline. La fluoxétine qui est indiquée dans la boulimie, qu'on peut donner à double dose. Les ISRNA, c'est la valinfectine, la diloxétine et le minalcipran. Imipraminique, amitriptyline, clomipramide, il y a aussi la maproptyline qu'on peut prescrire. Les IMAO, il y a les IMAO sélectifs et non sélectifs. IMAO sélectif représenté par le moclobémide, le non sélectif par l'iproniazide. Très important, certains ISRS ont un effet inhibiteur très fort sur le cytochrome P450, notamment la fluoxétine, la paroxétine, mais aussi la fluvoxamine. Tout ça entraîne une augmentation de la concentration des autres antidépresseurs ou autres molécules prescrites avec, qui peut entraîner un surdosage. Donc il ne faut pas prescrire de fluvoxamine ou de fluvoxétine avec un autre antidépresseur du fait de l'augmentation du risque du syndrome sérotoninergique. Inversement, le tabac et l'alcool diminuent les concentrations des antidépresseurs. Donc si un patient vous rapporte une absence d'efficacité, sachant qu'il fume du tabac ou qu'il boit de l'alcool, il faut d'abord orienter vers une prise en charge addictologique avant de conclure à une absence d'efficacité et d'incriminer la molécule. Concernant le bilan préthérapeutique, les ISRS et les ISRNA ne nécessitent pas de bilan paraclinique systématique, à l'inverse des imipraminiques et des IMAO. En effet, ces derniers nécessitent un bilan via un électrocardiogramme, un bilan ophtalmologique, un bilan rénal ainsi qu'hépatique, et s'il y a des antécédents d'épilepsie, un électroencéphalogramme. La gomélatine, qui est un traitement qu'on donne en 3e, 4e intention, nécessite un bilan hépatique réglementaire. Concernant les règles de prescription, en première intention, on choisit les ISRS, avec en deuxième intention les ISRNA, imipraminique en 3e intention, les IMAO en 4e. Le sujet âgé, il y a une règle qui est fondamentale, c'est que la dose est de moitié par rapport à l'adultosane. La durée des traitements, du premier épisode, c'est 6 mois après rémission des symptômes. Deuxième épisode, c'est 2 ans. La posologie, diminuer progressivement pour éviter le syndrome d'arrêt des antidépresseurs qui se manifeste cliniquement par l'anxiété, des cauchemars, une irritabilité ou un syndrome pseudo-grippas. Concernant la tolérance, les ISRS et les ISRNA peuvent donner un allongement de JQT. Par exemple, le citalopram et l'iscitalopram ne doivent pas être associés à d'autres traitements qui allongent le QT avec un risque sinon de torsade de pointe. Il y a des effets extrapyramidaux qui sont possibles, donc il faut faire attention avec l'association neuroleptique. Chez le sujet âgé, il faut penser à une hyponatrémie par SIADH. Bien évidemment, la baisse de libido est un grand classique en termes d'effets indésirables des ISRS et des ISRNA. Les imipraminiques sont représentés avec des effets analogues aux ISRS et ISRNA, avec en plus des effets anticholinergiques, comme la confusion, la bouche sèche, adrénolytique périphérique, comme l'hypotension orthostatique, neurovégétative, comme des troubles de conduction, et la granulocytose. Les IMAO ont quant à eux un effet indésirable classique qu'il faut surveiller étroitement en hospitalisation, qui est la crise hypertensive. Enfin, concernant la tolérance, il y a un risque de levée d'inhibition avec une possibilité d'aggravation des idées suicidaires à l'initiation du traitement, l'apparition possible d'un virage maniaque, caractéristique dans ce cas-là d'un ancien trouble bipolaire de type 3 ou en tout cas d'une dépression bipolaire, et la possibilité aussi d'un syndrome sérotoninergique avec des signes digestifs et neurologiques, avec notamment un syndrome pyramidal, des myoclonies, une confusion, une agitation, une acathysie qui peut être psychique et motrice, et nausées et diarrhée. Merci pour votre attention et à bientôt.